Bienvenue sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Le féminisme a pour vocation de définir et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en militant pour les droits des femmes au sein de la société, mais aussi dans la vie privée, avec pour objectif principal abolir dans ces différents domaines les inégalités et les injustices dont sont souvent victimes les femmes. L'autonomie financière, l'émancipation économique et l'activité professionnelle des femmes sont les ingrédients indispensables à l'égalité et aussi, voire surtout, l'indépendance et leur liberté. Mais pourquoi le taux d'activité féminin a drastiquement baissé ces dernières années? Pourquoi les femmes peinent à percer le plafond de verre et évoluent moins vite, voire pas du tout dans la sphère professionnelle? Pourquoi si peu de femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise? Pourquoi finalement la parité est loin d'être atteinte dans le monde professionnel? Pour parler de ces sujets et bien d'autres, je reçois Leïla Doukaili, présidente de l'Association des femmes entrepreneurs du Maroc, l'AFEM. Leïla Doukaili, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Bonsoir Aïcha, merci pour votre invitation. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Eh bien, moi aussi. Votre compagnie. Alors Leïla, vous avez obtenu un diplôme en gestion et relations internationales à l'Université de la Sorbonne. Vous avez accumulé plus de 2 décennies dans le domaine des affaires. Vous avez une expérience au sein du groupe familial, mais vous avez aussi monté votre propre entreprise qui est dans le secteur de la mode. Vous représentez 2 marques. Votre entreprise s'appelle Variation, puis vous avez 2 marques, Gérard Darel et Pablo, pour ne pas les citer. D'où vous vient cette passion pour les affaires? Donc vous êtes née là-dedans? Oui, comme on dit si bien, je suis tombée là-dedans dès mon plus jeune âge. Donc l'aventure entrepreneuriale de mes parents a commencé en 1962 avec l'ouverture d'une pâtisserie. Rassurez-moi, vous n'étiez pas encore née là. Non, pas encore. Et donc, j'étais souvent la dernière d'une famille de 3 enfants. Et donc, assez dans les jupons de ma mère. Et donc, je l'accompagnais beaucoup parce que mon premier exemple, mon premier mentor, ça a été maman. Et donc, à qui je voudrais... Elle travaillait, bien sûr. Donc, quand ils ont ouvert la boulangerie-pâtisserie en 1962, j'ai grandi, évidemment, je suis née un peu plus tard, mais j'ai grandi avec cette fameuse histoire et cette belle histoire d'une femme qui se levait à 5 heures du matin, prendre le bus pour aller ouvrir la pâtisserie à 7 heures et qui travaillait d'arrache-pied pour que ses enfants ne manquent de rien. Mon père, à côté, faisait aussi d'autres affaires, cherchait d'autres opportunités. Et donc, en fait, voilà, j'ai baigné dedans. Tout mon environnement était axé sur l'entrepreneuriat et puis surtout avec un papa et une éducation qui exigeait de nous beaucoup de choses, notamment en termes d'études supérieures pour avoir notre indépendance et notre autonomie, ne jamais dépendre de qui que ce soit. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous a poussés vers ce sens. Et toutes les idées qu'on venait lui soumettre étaient bonnes à prendre et avec beaucoup de tolérance et beaucoup d'amour dans ses yeux et de soutien. Donc, vous n'avez jamais été salariée de votre vie? Si. Alors, quand je suis rentrée après mes études supérieures en France, j'ai travaillé pendant 1 année au Maroc dans une société de services informatiques en tant que responsable commercial. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose pour les femmes actives en termes d'habillement. Je vous parle de ça, c'était 96, 97. Oui, je m'en souviens très bien. Il n'y avait absolument rien du tout. Et donc, j'en ai discuté avec ma grande sœur, avec mon papa, ma maman, et évidemment, je me suis lancée dans l'aventure. J'ai été au salon à Paris, j'ai fait un tour. Mais voilà, et j'ai pu apparemment prendre les bonnes marques et j'ai lancé mon entreprise en 97 avec un prêt bancaire, avec effectivement un soutien de démarrage de mes parents, de mon père, parce qu'ils connaissaient le système bancaire, donc ils m'ont introduit. Vous imaginez que moi, jeune entrepreneur venant de... voilà, ça n'aurait pas été aussi simple que ça, mais avec un prêt bancaire, et je me suis battue pour le rembourser, mais avec un soutien de départ. Voilà, donc en fait, au départ, il y a un soutien familial, complètement, psychologique, du coaching, et puis aussi financier, oui, avec cette modernité. On vous pousse à aller de l'avant, quoi. Oui, à nous épanouir.
Alors, vous êtes depuis 2019 présidente de la FEM. Vous avez été candidate unique Oui. dans un contexte assez particulier. J'ai un petit peu regardé où l'image de la femme avait été un peu écornée. Hein. On entendait beaucoup parler de la FEM. Et donc voilà, votre mandat là touche à sa fin puisque nous sommes en 2022. Exact. Pas de chance, là, il a pendant le Covid. Hein. Ben, écoutez, vous savez, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé pendant le Covid. C'est vrai que j'ai été élue en décembre 2019, suite voilà, à des périodes un peu compliquées. J'étais candidate unique parce que il fallait beaucoup de détermination et de courage pour reprendre la FEM. Et n'oublions pas que je suis un bébé à FEM. Absolument. Que j'ai démarré juste après sa création en 2000. J'étais présente à la naissance de la FEM. Voilà. Je témoigne. Ça s'est passé chez les Doukali. Voilà. Et donc, on a démarré. Donc, j'avais un mentor formidable pendant 6 années. Donc, voilà, le virus, moi, on me l'a inoculé depuis très longtemps. Donc après, évidemment, j'ai eu mes enfants, j'ai repris l'entreprise familiale de pêche et bien d'autres choses, des événements de la vie qui nous rendent encore plus forts et plus résilients. Absolument. Et donc, on est venu me chercher à un moment où la femme était véritablement en difficulté pour être au plus près de la présidente de l'époque. Donc, on a essayé, malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc, nous avons un comité des sages composé des pastes présidentes qui sont là, qui ont créé cette association, qui ont donné de leur temps et de leur énergie, avec les régions, parce que nous sommes aussi présentes à travers plusieurs régions, à travers le Maroc, qui se sont dit ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et puis les choses se sont passées de la sorte que je me suis retrouvée donc élue démocratiquement présidente de cette très belle association. Quelles ont été les réalisations de votre mandat? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez eu des satisfactions? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la FEM se porte mieux? Et puis, quel est exactement le rôle de la FEM? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, déjà la FEM, on en parlait tout à l'heure, on est arrivé, il y a eu le Covid. Principale préoccupation, enfin la mienne en tout cas, et celle de mon équipe, c'était de se dire comment vont ces femmes chefs d'entreprise. À savoir que plus de 80% des femmes chefs d'entreprise opèrent dans des secteurs qui sont le commerce et les services. Ces secteurs-là qui ont été les plus lourdement impactés par cette pandémie. Donc la première étape, c'était de les accompagner, de les écouter. Donc évidemment, on s'est mis à utiliser les fameuses plateformes digitales que l'on connaissait absolument rien. Absolument, les Zoom et compagnie. Les Zoom et compagnie, c'était assez épique au départ, mais on y a reçu. Donc on y est arrivé. C'était en fait prendre soin et de savoir quel était leur problème. Et leur principale préoccupation, comme une mère de famille, parce qu'une chef d'entreprise est une mère aussi de famille, c'était comment je vais faire pour payer mon personnel. Parce que dans ces secteurs d'activité, les employés font partie du fonds de commerce de l'entreprise. Donc c'était sa priorité. Et puis, par la suite, ça devait durer 3 mois, souvenez-vous. Et puis après, ça a duré un peu plus longtemps. Oui. Donc il y a eu Oxygène, qui leur a donné un peu d'oxygène dans leur trésorerie. Oui, mais après, il y a eu Relance. Ça a coupé le souffle, voilà. Il a fallu les rembourser. Après, il y a eu Relance. Et puis, Relance, oui, il n'y a pas eu véritablement de relance. Donc, voilà. Donc, elles étaient... beaucoup de femmes étaient... devaient mettre la clé sous la porte. Et il y en a eu pas mal qui l'ont fait? Il y en a eu pas mal. Donc, on a essayé de les soutenir avec notre programme MLI. Et donc, on a reconsidéré notre feuille de route. Nous avons la chance d'avoir un siège social sur Casablanca grand. Et on leur a donné la possibilité aussi d'être hébergés temporairement, le temps que les choses reprennent. Oui. Voilà un peu. Puis évidemment, de la formation dans tout ce qui est digital. Parce qu'il faut savoir que la femme, l'âge de création d'une femme, création d'une entreprise par la femme au Maroc, et je pense que c'est dans le monde entier, aux environs de 42 ans. D'accord? Oui. Donc on est complètement... on n'est pas du tout digital. Donc on a été complètement largués dans l'histoire. La jeunesse qui arrive est digitalisée, nous, pas du tout. Donc elles avaient beaucoup de mal à travailler et donc à s'adapter à ces nouveaux modes de consommation, parce qu'on a appris aussi de nouveaux modes de consommation. Absolument. Donc on les a accompagnés dans ce processus, dans ce nouveau monde. Et puis par la suite, quand on est sorti de là, on a commencé à penser à exactement ce dont avait besoin la femme et de faire un état des lieux avec le peu de moyens que nous avons, parce que nous n'avons pas d'études. Il y a plein de chiffres qui circulent de partout. Justement, alors, il y a un observatoire qui annonce 16,2. Je ne sais pas d'où est sorti ce chiffre.
Moi, je serais plutôt vers les 8 à 10% Moi, de taux de création d'entreprises par la femme. Moi, j'ai 12%. Ça, c'était en 2015, Hicham. Avant le Covid. Oui, avant le Covid. C'était, je pense, une étude du BIT, etc. Elles sont anciennes. Et donc là, ça a baissé par rapport à ces 12%. Donc on est entre 8 à 10. Ah, oui. Bien sûr que l'engagement de la femme dans l'entrepreneuriat a beaucoup baissé. Et paradoxalement, on a plus de la moitié des bancs d'université qui sont occupés par des femmes. Et donc, elles galèrent, elles font des études supérieures, elles sont brillantes. Et puis, évidemment, après 25 ans, on les perd. Alors, avant de parler des freins, justement, parce que c'est ma question suivante, je voudrais qu'on revienne sur le congrès qui s'est déroulé le 4 novembre dernier avec la FCEM. Donc, voilà, les femmes chefs d'entreprise mondiales. Donc, vous avez eu, en fait, l'occasion d'organiser. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? À part, bien sûr, des échanges, mais qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors déjà, le choix de la thématique, il faut savoir que nous avions obtenu au forceps l'organisation pour 2022, puisqu'on sait déjà que 2023, ça sera à Paris. Et donc, je suis partie à Istanbul il y a un peu plus d'1 an pour défendre les couleurs du Maroc face à des pays comme l'Algérie, Costa Rica, Argentine. Non, mais c'est important de le dire parce que ça n'a pas été simple. Et parce que le Maroc avait une politique Covid qui était rassurante, parce que la thématique pour l'année 2022 était l'économie circulaire, et donc la croissance durable, et que le Maroc, grâce à ses avancées, était super bien positionné. Tout à fait. Je pense que ça a balancé, et puis il y avait beaucoup de passion dans ma présentation, et voilà. Donc on était là. Et quand on voit le Maroc, en général, c'est comme ça. Oui, et c'est pour ça que, voilà, et c'est pour ça qu'en tout cas, j'ai opté aussi pour Marrakech. Juste pour revenir, la FEM, elle a 2 objectifs. Un, encourager la femme à la création d'entreprises. Ça, c'est d'une part. Le deuxième objectif, c'est de donner de la visibilité et de l'aider et de l'emmener vers la croissance. Donc, à travers ce congrès, pour y revenir, effectivement, il y avait des thématiques en plénière, des B2B, etc. Mais il y avait aussi, on a donné une visibilité à un écosystème féminin exportable, parce que nous défendons aussi le Morocco, le Made in Morocco, et donner des opportunités d'affaires à ces femmes-là qui étaient présentes à l'international. D'accord. Combien vous étiez en tout ? À peu près 650 femmes sur les 2 jours et demi. D'accord. Et 35 ou 38 pays représentés. Ça venait d'Australie, de Madagascar, du Chili, du Pérou. C'est une belle image aussi qu'on donne. Complètement. C'était un très gros engagement. On a beaucoup travaillé avec l'équipe que je remercie aujourd'hui, véritablement. Moi, j'ai appelé ça, dans mes prises de parole, l'équipe commando. Parce que n'oublions pas que la femme, c'est du bénévolat. C'est de l'engagement et qu'à côté, nous sommes des chefs d'entreprise et que nous sommes des mamans. Donc, si on n'a pas ce virus-là dans le sang, je peux vous assurer qu'on ne fait pas un aussi bel... il faut avoir la capacité de mobiliser et aussi de mobiliser les un aussi bel événement. Et je pense que nous tenons avec, je dis bien et j'insiste, avec une équipe qui a porté la FEM, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est passé par des moments très compliqués et qui a retrouvé la lumière et qui m'ont aidé à raviver, et je les remercie, raviver la fameuse flamme de la FEM. Parce que c'est la référence de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Vous allez vous représenter ? Probablement. Probablement. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres candidats ou... Je ne sais pas. Nous allons faire d'une manière démocratique un appel à candidature. Donc, c'est en décembre prochain, décembre 2022. Alors, on se remet, normalement, où on est en train de poser les dates. Donc, on a des statuts, donc on doit respecter les délais. Nous allons poser tout ça. On est en train de se remettre déjà du congrès, parce que c'était beaucoup, beaucoup de travail. Bien sûr. Et on y va, là. D'accord. On verra. Je reviens sur ce chiffre qui est très, très bas. Donc, les 8 à 10% du taux d'entreprise faites et créé par des femmes. Pourquoi ce constat ? Pourquoi ce taux qui est en baisse depuis quelques années ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et est-ce que n'importe qui, vous avez dit, est-ce que tout le monde est capable d'entreprendre ? Non, il faut beaucoup de courage, une belle dose de courage. Et là, je parle aussi bien des hommes que des femmes. Il y en a qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Oui, complètement. Donc, je ne sais pas quel est le chiffre mondial par rapport au taux d'entreprise, qu'il soit masculin ou féminin, mais je ne pense pas que ce n'est pas 100%. Non, pas 50%. Non. Mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire qu'un homme va être beaucoup plus audacieux, va avoir moins peur de par son éducation,
voilà, il va être soutenu. N'oublions pas que nous sommes dans une société patriarcale, donc toujours des comptes à demander au chef de famille, que ce soit un père, un frère, un mari, un oncle. Pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le regard bienveillant de mon père tout à l'heure. Oui. C'était très important. Et je peux vous assurer que derrière toute femme, et on en connaît celles qui sont visibles, il y a souvent un papa. Il y a souvent un papa. Ou un mari, ou un frère, ou en tout cas quelqu'un qui la soutient. Un homme, oui, une figure paternelle. On a besoin de ça. On a besoin de cette figure paternelle on a besoin de soutien, et c'est vrai quand le père est là, et quand le mari ensuite l'est aussi. Prend le relais. Ça se passe, un relais. Exactement. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, Oui, parce que c'est ce qu'on bien. appelle aussi le partage des tâches, la collaboration. Oui. Est-ce que ça fait partie des freins, justement? Complètement. Vous avez parlé tout à l'heure de l'université. C'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de femmes sur les bancs de l'université. Elles sont plus de la moitié, oui. Elles sont nombreuses. Et puis après, parce qu'on a grandi, moi aussi j'ai grandi, moi. À un moment, mon papa paniquait parce que je n'étais pas encore mariée, parce qu'il fallait se marier. Oui. Donc voilà, et moi j'étais en train, dans mon entreprise, dans un autre état d'esprit, parce qu'on le veuille ou pas, avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Mon papa était quelqu'un de très ouvert, tout ce que vous voulez, qui a su évoluer avec son temps. À un certain âge, il faut marier la fille. Voilà. C'est-à-dire ça reste quand même la complètement, c'est le poids, c'est nos traditions, c'est notre culture, c'est comme ça, il faut caser. Et donc, c'est vrai que ça se passe comme ça maintenant, et que c'est la même chose. Donc, on est dans nos têtes, voilà. On nous a mis ça dans la tête, il faut penser à se marier, avoir des enfants. Sauf que, pour beaucoup d'autres femmes, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas assumer les deux rôles. C'est-à-dire, déjà, elles ont peur, elles ont un manque total de confiance en elles ne mesurent pas le potentiel, elles manquent de soutien. Celles qui sont soutenues, elles y arrivent, ça je peux vous l'assurer. Quand elles manquent un peu quand elles doutent, elles viennent toquer souvent à notre porte et puis on les encourage et on les accompagne. Donc vous faites du coaching psychologique? Aussi, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une communauté forte de soutien. Si nous y sommes arrivés, nous devons aider les autres aussi. Mais le chemin est long, Aïcha. Il reste encore tellement de choses à faire. Oui. Parce qu'on stagne. J'aimerais juste, si on pouvait arrêter de régresser, ça serait bien. Alors justement, même le taux d'activité féminin lui-même est en baisse. Ben oui, on était à 30, on est passé à 20. Voilà, nous sommes passés, voire 17. Donc je ne sais pas, là aussi les chiffres. Alors on dit à peu près 20, oui. Oui, à peu près 20. Mais parce que... Alors tout ça, vous savez, c'est assez rageant. Quand je vous le dis... Mais on peut dire aussi, à la décharge du précédent gouvernement, c'est que bon, les 30%, il y avait beaucoup d'informels. Donc on a remis, on a obligé en fait les femmes à faire une activité, on va dire, en toute transparence. Donc c'est pour ça que ce chiffre aussi a baissé. A régressé, oui. Mais ça n'empêche pas... Il n'a pas évolué, en fait. Non, mais ça n'empêche pas qu'il y a une baisse. On ne peut pas dire qu'il y a eu 15%... Mais parce que les femmes ont été... D'abord, on a eu le Covid. Oui. Et ça a été, elles ont été en première ligne. Hein. C'est elles qui ont été le plus impactées. Et pourquoi alors? Mais pour ça, parce que quand moi je discutais avec des femmes chefs d'entreprise, quand on faisait les fameuses physios et qu'on parlait de leurs difficultés, évidemment les enfants étaient à la maison parce qu'il n'y avait pas d'école. Et que quand, par hasard, le mari et la femme avaient en même temps une réunion de travail par visioconférence à la même heure, et souvent le mari disait non, moi je peux pas, moi je passe en priorité. À contribution, Aïcha, égale dans les dépenses familiales. Bien sûr. On est bien d'accord. Mais on est loin du partage des tâches. Et bien loin du partage des enfants, des devoirs. Non, c'était la femme qui devait s'occuper de tout. Donc il y a cet aspect-là. Quant à l'employabilité, ça c'est un autre sujet, mais je peux en parler aussi. C'est les salaires aussi, c'est un niveau de salaire. Alors justement, il y a une inégalité. Alors peut-être pas au départ, parce que les personnes qui sont embauchées, on va dire à l'âge de 25 ans, 24 ans, hommes, femmes confondus, vont avoir à peu près le même salaire. C'est la progression qui est compliquée. Complètement, mais c'est parce que femmes, voilà, un homme, ils sont ensemble, ils sont dans un café, ils vont saisir des opportunités. Ça perdure, ce genre de choses? Mais je pense que oui, et puis beaucoup plus d'audace à pousser la porte, à dire, écoutez, moi, mon salaire ne me convient pas, j'ai des enfants. Une femme, elle va rester dans son petit coin, elle a dit, bon, j'ai déjà ça, c'est déjà très bien, elle va se contenter de ce qu'elle a. Et justement, moi, comme je suis grande fan de Christine Lagarde, pendant sa période de FMI, jamais une femme n'a poussé sa porte pour venir demander une augmentation, ni une promotion. Même au FMI? Oui, jamais quelqu'un... Et pourquoi? Comment elle le justifie? Mais parce que
elles sont tranquilles dans leur coin. Elles veulent pas plus de responsabilités parce que peut-être qu'elles en ont déjà beaucoup à la maison aussi. Parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que le Maroc. Ah oui, c'est un peu bien partout. sûr. Oui, c'est la même problématique partout. Exactement. Donc, il y a un travail à faire, mais pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'on a un potentiel. 43% de femmes ingénieures au Maroc. 43%. Un des taux les plus élevés au monde, contre 28 dans le monde. D'accord. Mais elles sont où, ces ingénieurs? Eh ben, soit elles sont chez elles se sont mariées, soit elles vont travailler, elles ont un salaire pas suffisant, elles ne peuvent pas assumer les deux, parce qu'évidemment, elles sont mariées, elles ont fait des enfants. Mais le salaire n'est pas suffisant, donc il faut mettre les enfants à la crèche, et ce salaire-là suffit à peine à payer la crèche, et donc le soir, elle ne peut pas préparer à manger. Et donc, le mari lui dit, écoute, on reste à la maison. Enfin, ça ne sert à rien, puisque voilà, il n'y a pas d'apport réel, donc il vaut mieux rester à la maison. La différence économique... Voilà, il n'y a pas de gain, donc il vaut mieux rester à la maison, on s'occupe des enfants, et puis ça nous coûtera... Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Parce que c'est vrai que c'est un problème qui ne va pas se régler de lui-même. Le CIA, j'ai vu qu'il y avait hier, ils ont ouvert une première crèche d'entreprise, et d'ailleurs c'est mon partenaire. Parce qu'il y a aussi les freins, vous parliez de freins tout à l'heure, on a beaucoup parlé de financement. Oui. Oui, certainement, parce que justement, imaginons cette femme ingénieure qui va s'adresser à une banque. Elle est dans son cocon, c'est très technique, les études d'ingénieur sont très techniques, etc. Je ne pense pas, je ne sais pas, que dans le process de formation, on a intégré des cours de management ou d'autres choses pour peut-être pendant les 4 années ou les 5 années, mettre dans la tête, avoir envie de peut-être entreprendre. Je pense que c'est beaucoup trop technique, donc quand elles sortent, c'est directement le salariat. Alors qu'elles peuvent, il y a des Fab Labs qui sont disponibles, il y a des choses où elles peuvent développer, créer son entreprise et innover. Il y a des brevets. Peut-être que ça fait peur aussi tout le volet technique, parce que vous me dites qu'avec la femme, 80% des femmes sont dans le service, l'événementiel, c'est des dans le métiers commerce. types féminins. Voilà. Des métiers types donc féminins. L'industrie n'est pas très présente, à part, je crois qu'il y a 2%, non? Oui, très peu. Mais moi, je dis que cette femme-là qui est chez elle, dans le milieu rural, et qui fait des tapis, pour moi, c'est une industrielle. Et elle ne le sait pas. En futur. Oui, pour moi, c'est une industrielle. Il y a une machine, elle achète de la matière première, elle travaille, puis elle revend. Voilà, pour moi, c'est de l'industrie. Alors, Leïla Doukaili, vous savez que le Code de la famille va être réformé. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le discours de Sa Majesté Mohamed VI dans son discours du trône du 30 juillet dernier. Quelles sont pour vous les inégalités qui subsistent ou ces inégalités qui peut-être empêchent justement aux femmes de s'épanouir professionnellement? Est-ce qu'il y a des articles de loi qu'il faudrait peut-être changer, abroger? On n'a pas besoin. Une femme qui veut s'épanouir professionnellement a tous les droits. Tout est écrit. Il n'y a aucun frein à ce niveau-là d'un point de vue législatif. C'est vrai qu'en 2004, cette nouvelle constitution, elle était révolutionnaire. Maintenant, elle est dépassée. Donc, il y a certains points, je ne maîtrise pas évidemment tout. La tutelle obligatoire. Quand une femme divorce... Et justement, une femme chef d'entreprise ne peut pas avoir la tutelle en cas de divorce. Non, c'est automatiquement, alors que c'est généralement la femme qui subvient un maximum aux besoins de ses enfants. Parce que vu ce qu'elle reçoit comme indemnité ou allocation familiale, basée généralement sur les fiches de paye, moi, je demanderais qu'on utilise aussi les fiches de paye et les biens détenus par les hommes. Tout à fait, le partage des biens aussi. Et le partage des biens et savoir sur cette base-là combien ne pas donner 500 dirhams par enfant. Quoi. Voilà, ça, c'est des choses, c'est des évolutions à donner. Donc sur la tutelle, sur... Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Mais est-ce qu'il y a des mesures, même, je veux dire, d'un point de vue administratif? Parce que c'est vrai que le Code de la famille, on parle du Code de la famille, mais il y a aussi l'histoire de la parité, qui est aussi inscrite dans la Constitution. Et certaines femmes militantes disent qu'il faudrait peut-être passer par cette case-là pour en fait imposer des femmes aussi bien... C'est les quotas. On les a mis. Alors les quotas, voilà. Oui, c'est les quotas. Je ne suis pas fan des quotas, mais on est obligé, c'est un passage obligé. On l'a impliqué pour tout ce qui est parlementaire, pour nos femmes députées, ça c'est très bien. Maintenant, il y a le projet de loi, je pense, qui est passé sur pour la SA, pour avoir plus de femmes dans les conseils d'administration. Moi, c'est plus l'égalité, et surtout l'égalité des chances. Alors voilà, je ne suis pas fan de la parité obligée. Il faut enclencher le process. Il faut l'enclencher à travers des mesures. Mais en même temps, la FEM, Leïla, on a été obligé, enfin, vous avez été obligé de
constitué une association Oui. de femmes chefs entrepreneurs parce que il y avait la CGEM. Mais Oui. la CGEM ne laissait pas de place aux femmes. Ben, Donc il a fallu faire... Non, mais la CGM, pas du tout. La CGM, le premier jour, a accompagné la FEM. Elle a donné des sièges au niveau du conseil d'administration. Elle est partenaire, elle est là, elle soutient notre nouveau président et les présidents, les passes-présidents aussi ont soutenu la femme. Non, on avait besoin, d'abord il y avait une ère, c'était juste après l'arrivée de Sa Majesté en 99, et donc il y avait cette pulsion, il y avait ce mouvement pour la femme, cette impulsion qu'il a donnée. Et c'est vrai qu'un groupement de femmes se sont dit, bon, ok, on est chef d'entreprise, on est parti chercher l'élite pour donner envie, et on s'est regroupé pour qu'on soit entendu et donner aussi l'exemple pour d'autres et être aussi une force de proposition. C'est ce que nous sommes en train de faire, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait avec vous, c'est de dire, s'il vous plaît, quand vous mettez en place un programme, consultez la société civile. D'accord. Et on bâtit ensemble. Alors là, vous êtes toujours pas féministe du tout? Ah, moi, j'ai pas de problème avec le féminisme, c'est ce qu'on en fait quelquefois. Parce que j'ai vu sur un plateau, on vous a dit, vous êtes féminine ou féministe? J'ai dit, on peut être féministe et féminine. Oui. Les deux. Ouais, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, complètement. Non. Complètement. Si, tout à fait. Alors, le féminisme, c'est une belle chose, c'est un combat pour l'égalité homme-femme. Mais ce n'est pas un combat seul de la femme. Non. C'est un combat de l'homme et de la femme. Et on n'y arrivera qu'ensemble. Et le féminisme extrême que je combats, qui ne me plaît pas, c'est celui où on fait de l'homme un ennemi. Et on n'y arrivera jamais. Alors Leïla, cette émission prend fin, malheureusement. Ah. Le temps passe vite. Très vite. Alors, cette émission s'appelle Horat, donc c'est la question que je pose à tous mes invités. C'est quoi, pour vous, la liberté, Leïla Doukhali? La liberté n'a pas de prix. Elle abroge toute forme de dépendance. On n'a plus besoin de demander une autorisation, mais c'est juste une consultation. Et elle est tellement précieuse. Et elle passe par une volonté forte de chacune d'aller la chercher, cette liberté. Elle n'est pas facile à avoir. Mais on a le potentiel, nous femmes, d'aller chercher cette liberté. Donc pour vous, la liberté est associée aussi à l'autonomie financière, quelque part? Ah, complètement. Elle passe aussi par l'autonomie financière. Merci beaucoup pour votre participation et la qualité de vos réponses. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur ce plateau. Avec plaisir, quand vous voulez. Lors des prochaines élections ou d'autres projets? Non, élection, non. Politisé, non. Non, je parle de la FEM. D'accord, élection, d'accord, ok. Alors, donc, je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des femmes chefs entrepreneurs du Maroc et que vous êtes aussi une chef d'entreprise depuis plus de 20 ans, certifiée, avec beaucoup d'expérience et que vous investissez pour donner l'exemple aux jeunes filles, aux nouvelles générations qui arrivent. Et leur dire qu'elles ont ce potentiel et qu'elles n'hésitent pas. Merci encore, Leïla Doukhali. Merci à vous, Aïcha. Merci 1000 fois. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Bonne continuation des programmes sur M24.